Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Expo avec un sous-titre de fin de semaine que vous connaissez désormais, les Robinsons du vendredi, ces Suisses du bout du monde qui viennent nous rendre visite ici à bord du bateau Idées Suisses pour nous raconter leur bout du monde, leur planète, leur vie, leur passion. Et aujourd'hui, notre invité se nomme Jean-Jacques Vallotton. Cela fait une trentaine d'années qu'il vit très loin, à 4000 mètres d'altitude, au bord du lac Titicaca. Oui, bonjour, enchanté d'être ici au bord de ce beau lac aussi. En effet, je vis en Bolivie depuis 30 ans, à La Paz, qui est à 1 heure du lac Titicaca, où j'ai construit un petit hôtel suisse. On en parlera tout à l'heure. De toute façon, à bord du bateau Idées Suisses, vous ne serez pas totalement dépaysé, puisque nous y attendent en direct 3 musiciens réunis sous un seul sigle, Naira. Le groupe Naira qui nous vient de Bolivie et que nous présenterons plus avant tout à l'heure. Je vous parlais de Jean-Jacques Vallotton, j'espérais bien avoir la primeur de ces déclarations. Eh bien non, hier soir, sur le coup de 8 heures, c'est Madame le maire de Cartigny, Madame Surdé, qui l'a accueilli avant nous. Regardez. Je tiens maintenant à vous présenter un Suisse de l'étranger. Il s'agit de Monsieur Jean-Jacques Vallotton, fils de notre doyen bien connu Jean Vallotton. C'est un Robinson suisse qui a immigré vers la Bolivie dans les années 60. Donc il est parti à l'aventure, tout d'abord à La Paz, puis dans la région du lac Titicaca. À vous Jean-Jacques, merci. Bonsoir, Madame le maire, Mesdames et Messieurs du Conseil municipal, concitoyens invités par la commune, chers Carthaginois, comment voit-on la Suisse depuis nos repères à l'autre bout du monde? Pour nous qui lisons les journaux ou les webs, nous voyons un pays qui se cherche, qui a peur d'entrer dans l'Europe, qui gaspille pas mal de fric avec ses projets et grandes compagnies, qui ressemble assez souvent au roman de Friedrich Dürrenmatt, qui a de bonnes montres Swatch, des banques qui s'enrhument un peu, de bons agriculteurs toujours un peu râleurs, mais contents malgré tout. Le pays est toujours aussi confortable, la consommation de plus en plus effrénée. La suite des confessions de Jean-Jacques Vallotton à propos de la Suisse qu'il redécouvre assez fréquemment d'ailleurs, même s'il vit en Bolivie. Cette suite dans quelques instants. Permettez-moi d'abord de vous présenter les différents invités. À ma gauche, justement, Jean-Jacques Vallotton. Il y a combien de temps que vous êtes revenu en Suisse, là, ces jours? Je suis venu la semaine passée, donc. Et je suis parti il y a 30 ans en Bolivie, pour 1 année, et j'y suis resté. Mais là, cette semaine, vous avez eu le temps de découvrir un tout petit peu l'expo? J'ai été à l'expo avant-hier, oui, à Mora et à Yverdon. Première impression, en 2 mots? C'est un peu bizarre, on a un peu de la peine à comprendre. On essaye de comprendre, mais c'est un peu spécial. À vos côtés, votre fils, Enrique, il a 18 ans. Enrique, bonjour, buenos días, comment c'est dit? C'est en français? Quoi? On parle en français ou en espagnol, je préférerais, ou en français, comme vous voulez. Comme tu veux. En français? Dis-tu parce que tu n'es pas encore tout à fait adulte malgré ta Non. taille. En français? En français. Alors, français. bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien? Ça va très bien. On se revoit tout à l'heure. À
À ma droite, César Dominguez. César, on commence à le connaître. Il a déjà été invité dans cette émission avec le groupe qui est là, le groupe Naira. Vous êtes tous trois boliviens, que ce soit... je vous laisse le soin de vous présenter d'ailleurs, tiens. En fait, à ma droite, juste à côté, c'est Ricardo Mendoza. Juste après, c'est Raúl Chacón. Donc, deux musiciens qui ont joué dans des grands groupes boliviens, plusieurs grands groupes. Et vous, votre papa, c'était Alfredo Dominguez, le guitariste. Voilà. Donc, le reste, la suite au prochain épisode, si vous le voulez bien. Je signale simplement que vos familles sont là aussi, donc on va pouvoir avoir un certain nombre de réactions boliviennes à ce qui va se dire. Mais pour l'instant, je vous propose un autre 1er août, non pas celui d'hier soir, mais celui de l'année dernière. Vous étiez en compagnie de votre épouse à la résidence de l'ambassadeur de Suisse à La Paz, en Bolivie. Reportage en photo et en musique. Voilà, c'était donc l'année dernière. Vous allez tous les ans, quand vous êtes en Bolivie, à la fête de l'ambassade? Oui, l'ambassade fête son 1er août, c'est très joli, on aime bien. On a le discours du président aussi, de la Confédération. Et puis c'est un moment où on se retrouve ensemble, avec les amis de la Suisse. Il y a beaucoup d'invités de La Paz. Qui sont les Suisses de Bolivie, à part vous? En général, que font-ils? Oh, il y en a qui sont plutôt dans le commerce, dans les imports-exports. J'ai un ami qui est aussi restaurateur, qui a un chalet suisse aussi. J'ai des connaissances qui sont dans l'agriculture. On a eu beaucoup de projets de développement avec l'agriculture. Il y en a qui sont restés, qui sont établis en Bolivie. On a même un Genevois, le meunier, qui vit dans la partie tropicale. Voilà. Donc, première vision de la Bolivie, mais vous parliez de chalet suisse. Vous avez construit ce que vous appelez modestement un chalet. En fait, c'est un hôtel, c'est un très bel hôtel au bord du lac Titicaca. Je rappelle que le lac Titicaca est partagé entre le Pérou et la Bolivie. Vous êtes de quel côté, vous? Du côté du Titi. Oui, d'accord. Ouais. Donc, je vois bien. Donc, côté Titi, du lac Titicaca, nous retrouvons à bord d'un bateau qui approche de ce chalet-hôtel. Nous retrouvons Jean-Jacques Vallotton. Cet endroit était assez historique, car les Anglais au début du siècle avaient commencé à amener un bateau à vapeur en pièces détachées. Ils l'avaient construit ici et faisaient du transport de minerais entre le Pérou et la Bolivie. Alors on a repris un peu le thème du village, un peu abandonné, et puis on a décidé de commencer à faire quelque chose ici. Et on pense qu'avec le tourisme, ce village va redevenir important dans les 10 prochaines années. Les gens viennent d'abord au Pérou, à Cusco, Machu Picchu, ensuite descendent sur la partie péruvienne du lac Titicaca, et ensuite font un voyage route croisière d'une journée et arrivent ici. Ils arrivent en bateau au coucher de soleil, un très beau spectacle sur les Andes. Et ensuite, ils passent la soirée ici, ils mangent dans nos restaurants avec cheminée. On leur offre l'apéro, bien sûr, voilà, au style suisse, vin blanc et petits cocktails. Et ensuite, ils repartent le lendemain.
Le lendemain, en direction des ruines de Tiwanaku et de La Paz. C'est un peu dommage de ne s'arrêter ici qu'une nuit. Oh, ma foi, c'est la loi de la vie moderne. Les gens sont toujours pressés, toujours plus pressés. Mais à part ça, nous avons aussi des clientèles locales. Nous faisons des séminaires. C'est un excellent coin pour séminaires. Et pour des programmes de fin de semaine. Nous avons toute une série de programmes de fin de semaine pour les gens qui habitent à La Paz. C'est à 1h30 de La Paz, en voiture, par une route goudronnée. Donc c'est un endroit très agréable à fréquenter. Les Boliviens considèrent ce lieu comme un lieu bolivien ou comme un lieu suisse? Non, ouais. Je mets le drapeau suisse sur le toit, mais ils m'ont mis le drapeau bolivien en dessus. C'est-à-dire que le drapeau le plus haut est le bolivien, le deuxième est le suisse. Alors, comme ça, ils sont contents. Jean-Jacques, qu'est-ce qui vous a amené en fait en Bolivie? On a entendu tout à l'heure que vous aviez des liens dans la campagne genevoise, que votre famille y avait des racines à Cartigny. Vous avez beaucoup bourlingué avant de vous arrêter en Bolivie ou bien vous êtes allé cap sur La Paz? Moi, j'étais hôtelier et un Français m'a envoyé en Bolivie pour une année avec un billet d'aller-retour. J'ai toujours le retour dans mon tiroir. Et le pays m'a fasciné, c'est énorme, c'est grand, ça... Le coin de La Paz ressemble un peu à nos paysages ici. Et j'avais besoin d'espace, alors j'ai trouvé un bel espace au milieu de l'Amérique latine. Alors votre village aujourd'hui, c'est, bon je dirais pas que c'est La Paz, c'est trop grand, mais c'est Puerto Pérez ou c'est Cartigny? Oh, mais disons que c'est Puerto Pérez et Cartigny. J'aime bien Cartigny, ça a conservé son charme, ses racines. Et puis voilà, j'ai fait ma vie à l'autre bout du monde, donc l'autre bout du monde est devenu ma nouvelle patrie. En fait, Enrique, vous connaissiez un tout petit peu l'endroit où nous sommes. Est-ce que votre papa vous avait déjà amené en Suisse ou... Oui, j'étais déjà venu quand j'étais petit, depuis 8 ans, 9, 10, 11. Après, il y a un grand espace depuis 97 que je viens plus. Et je suis retourné pour la fête. Et puis, j'ai bien aimé. Hier soir, on a eu une fête au village. Et puis, c'était joli. 97, je vois que on vous forme non seulement au français, mais à la Suisse. Ah oui, 97. C'est au 70. Ouais. C'est bien. Mais le français, vous l'avez appris quand même à l'école ou seulement au Non, contact à de votre l'école. papa? Parce que je suis en école française en Bolivie. Et puis, c'est là où j'ai appris le français. Puis, on venait en vacances ici aussi, avec mon père à la maison. Est-ce que vous saviez que votre papa a emporté de Cartigny jusqu'au bord du lac Titicaca un tonneau? Non, je savais pas. Vous ne saviez pas? Non. Alors il y a un tonneau avec les emblèmes, les insignes de Cartigny, juste à côté de l'hôtel, sur la place de Puerto Pérez. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est quand même un tonneau tout à fait étonnant. Moi je vous propose d'abord qu'on vous accueille en musique sur la place de ce village auquel vous êtes très attaché et qu'on vous y attaque, qu'on vous y accueille, je dirais, lors de la répétition de la fanfare municipale, fanfare qui fait partie des meubles, un petit peu comme ce serait le cas à Cartigny. Oui, c'est la fanfare du maire du village. On a un maire du village qui aime bien boire de la bière et alors il s'est fait une fanfare et alors il promène sa fanfare par toute sa région. Sa mairie est grande comme le canton de Genève, donc il a de la place aussi. Alors on voit cette fanfare maintenant à Puerto Pérez. Oui, alors on vous a vu en badaud. Quels sont les rapports entre Jean-Jacques Vallotton, le maire et la fanfare de Puerto Pérez? Oh ben, tout va très bien, on s'entend très bien, on vit ensemble sur une grande place de village.
La fanfare a aussi son symbole, c'est donc toutes les fêtes patriotiques qu'il faut hisser le drapeau, on a la fanfare. Patriotisme, justement, vous en parlez. Qui est l'homme sur sa statue? C'est Juan José Pérez, un général de l'armée bolivienne qui a fait histoire. Et c'est lui qui a donné son nom à Puerto Pérez. Oui, avant, au début du siècle, au début 1900, quand les Anglais sont arrivés, ça s'appelait Puerto Chililaya. Et ensuite, ça a été rebaptisé Puerto Pérez. On parlait à l'instant de ce tonneau, je crois qu'on l'a retrouvé. Donc au bord de la place où se trouve la statue du général Pérez, eh bien, il y a une petite annexe qui vous sert un peu de carnotze, c'est ça? Oui, et puis aussi pour ma passion du jazz. J'ai vécu à Berne, et à Berne, il y a un monsieur fameux, Charlie Buller, qui était entraîneur de boxe national, qui nous a mis le virus du jazz à cette époque, et c'est resté. Alors j'ai un petit pub, comme on dit maintenant, les Carnotze sont venus pub, avec 610 de jazz, une centaine de bouteilles de whisky de marques différentes, j'aime bien le whisky, et puis j'ai ramené un petit tonneau, avec les armoiries de Cartigny qu'on remplit de Singani. C'est le cognac blanc du pays là-bas. Alors on le met dedans. On espère qu'il devienne un peu cognac, mais il n'a pas le temps parce qu'on le boit avant. Alors malheureusement, voilà, c'est le petit tonneau. Alors ce tonneau, on le découvre. Votre père est-il venu jusqu'ici pour voir ce qui est devenu le tonneau de son village? Oui, non, il est venu avant que le tonneau arrive au village. Enfin, il aura comme ça l'occasion de le revoir, même à distance. Quelle est l'histoire de ce tonneau? Oui, c'est un truc, c'est un bon souvenir de notre campagne du Mandement avec les vignes et notre bon vin blanc, quoi. Santé. Santé. Vous, messieurs, qui êtes un peu exilés dans l'autre sens, vous concevez qu'on puisse, comme ça, emporter à l'autre bout de la planète un objet qui vous rappelle le lieu de votre enfance ou de votre adolescence? Vous, en Suisse, vous avez des objets venus de Bolivie et auxquels vous tenez? Pas dans le même sens que M. Vallotton il a fait pour amener en Bolivie. Ça c'est sûr que de pouvoir amener ces contenus pour des réserves de vin en fait, Ouais. c'est pas évident. C'est pas évident, surtout pour un pays comme la Bolivie méditerranée, même dans l'avion on ne peut pas les transporter. Il y en a des objets que souvent nous quand on part de nos pays, le seul domaine qu'on peut nous amener, c'est nos ponchos. Ah, le poncho, c'est notre drapeau. Avec ça, à l'endroit où on peut être dans le monde, on peut voir combien de descendre. Alors, de côté de M. Vallotton, moi je pense que chapeau parce qu'il a fait quelque chose que c'est très difficile à amener. Mais les souvenirs et l'esprit qu'il a fait amener cet objet là-bas, donc il y a le cœur, moi je pense, de ce que c'est les vignes, les vins, voilà. Vous connaissez l'endroit où il a bâti son chalet-hôtel? J'ai eu l'occasion de pouvoir aller là-bas parce que justement ma femme était professeure de français au lycée franco-bolivien à La Paz. Donc ces élèves souvent, quand ils finissaient l'année ou à la moitié de l'année en hiver, ils sont souvent allés dans cet endroit-là qui était accueillis parce que bon, on parlait français, on mangeait suisse français à le style d'ici de l'Europe. Donc souvent là-bas, ils restaient des fois une semaine à certaines classes. Soit les 6e, les 5e, voilà. Oui, c'est un endroit où les francophones vont passablement. Messieurs, je vous propose une chose, c'est qu'en son honneur, peut-être on lui redonne un peu de tonalité et de sonorité bolivienne. Je vous laisse vous installer. Pendant que, Jean-Jacques, je voudrais tout de même vous demander, en matière de musique, vous parliez de jazz. À part ça, est-ce que, comme ça a été le cas de certains de nos invités qui sont venus ici en d'autres temps, est-ce que vous avez découvert le folklore suisse après avoir quitté la Suisse? Oui, en réalité, j'ai peu d'attache au folklore suisse chanté. Je me suis une fois trouvé un disque, mais c'est un peu trop artificiel pour moi. Par contre, dans les campagnes genevoises, on a encore des beaux chœurs, les chœurs d'hommes, on a un chœur du village qui nous délectent de ces pièces à chaque fête. Mais à part ça, on perd un peu le folklore suisse. Oui, non, je ne le trouve pas très présent dans ma tête. Et la musique bolivienne? Alors, la musique bolivienne, oui, je l'aime beaucoup. J'ai aussi un restaurant à La Paz avec une peña. La peña, c'est l'endroit traditionnel où les musiciens viennent jouer.
Et on a commencé une époque qui était très intéressante, c'était la fin de la dictature, c'était la naissance de la démocratie. Et on était encore sous un régime militaire, mais les artistes un peu de gauche, là, les artistes qui prônaient justement cette renaissance de la Bolivie, avaient le droit de chanter chez moi leurs pièces un peu dures, quoi, un peu de protestation. Et alors on a eu une très bonne époque pendant 2 ans, et je crois que certains artistes qui étaient là sont venus aussi jouer chez nous, où la ville de La Paz se réunissait dans ma boîte et passait la nuit jusqu'à 2 h du matin à écouter de la musique, et une musique d'espoir, de liberté, de légèreté. Alors, d'espoir, de liberté, de légèreté, c'est à vous, Naira. Le groupe Naira qui sera bientôt, je crois, au festival de Locarno. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure, Ricardo, quand vous serez revenu près de nous. Jusque-là, je vous propose qu'on reparte, après avoir évoqué Cartini et son tonneau, que nous repartions, nous continuions avec vous à découvrir la Bolivie. Entre La Paz et le lac Titicaca, on est donc à peu près à 4000-4200 mètres d'altitude. Et on est au plein cœur, je rappelle qu'il y a en gros 2 ethnies, Quechua et Aymara en Bolivie. Et là, on est au plein cœur du pays Aymara. Ici, Jean-Jacques, nous sommes en plein pays Aymara et on a l'impression d'être au Moyen-Âge, peut-être même un petit peu avant. Oui, tout à fait. C'est une région qui est restée comme l'Europe au XVIIe siècle. C'est une civilisation très ancienne qui a commencé 3000 ans avant Jésus-Christ et qui a fini un peu avant l'arrivée des Incas, qui sûrement s'est prolongée dans l'empire des Incas et qui ensuite a été dominée pendant 500-600 ans, d'abord par les Espagnols, ensuite par les descendants d'Espagnols, et qui n'a pas eu une source de développement constante et moderne. Et c'est pour ça qu'on est ici au milieu de ces paysages grandioses, mais malheureusement encore très sous-développés. Bon dia. Mais vous êtes aussi venu ici pour faire campagne avec votre femme qui a été élue dans cette région où nous sommes même. Les contacts avec les Aymara, ça s'est passé comment? En général, ça s'est passé très bien. Au début, c'était assez difficile de comprendre un peu leurs souhaits, leur volonté face à la mairie.
Depuis une dizaine d'années, en Bolivie, les mairies reçoivent en retour des impôts. Donc tous ces gens ont beaucoup de demandes, des fois des demandes très simples, des fois des demandes compliquées. Et au début, c'était assez difficile de comprendre leurs souhaits et d'interpréter leurs souhaits et d'essayer de réaliser aussi leurs souhaits. Mais en général, nous avons été très bien reçus, nous avons aussi laissé un très bon souvenir, c'est-à-dire que vous avez vu pendant notre trajet, les gens qui nous reconnaissent nous saluent avec beaucoup d'attention et beaucoup d'amitié. Donc nous avons laissé un bon souvenir et nous continuons à nous occuper, à part de nos activités industrielles, nos activités du tourisme. Nous continuons à nous occuper un peu d'eux et d'essayer de leur obtenir des aides, des conseils, des ingénieurs agronomes qui viennent leur aider un peu à faire un peu de développement. Donc nous sommes toujours en contact avec eux. Ce sont Ricardo, Raoul, des régions d'où vous venez, que vous connaissez bien, ou c'est pas du tout chez vous, ça, l'altiplano Aymara, je dirais? Oui, c'est tout à fait ça. Ça, c'est chez vous? C'est justement comme Raoul, ma personne, on vient de ces régions, ma famille, moi-même, on est né à Tiahuanacu. Donc Raoul aussi, donc on vient de ces régions-là. Après, nos grands-parents nous ont amenés vers La Paz. Voilà, c'est pour ça que moi je parle Aymara, on est d'Aymara. À propos de langue, justement, vous arrivez à vous exprimer en espagnol ou il faut vraiment parler Aymara pour parler avec les gens des villages? Non, on peut parler espagnol. Moi, personnellement, je ne suis jamais arrivé à apprendre l'Aymara. C'est une langue tout à fait différente des langues occidentales. Mais tout le monde parle espagnol, certains un peu moins. Mais en Bolivie, on se parle avec une langue ou sans langue aussi, on se comprend. Si deux personnes s'estiment et s'aiment, enfin, se portent normalement, on arrive à se comprendre très bien avec tout le monde. Je crois que c'est un de vos élèves en musique, Genevois, qui va nous donner la tonalité maintenant pour partir, il est Genevois à le dire, pour partir sur l'altiplano. Comment se nomme-t-il et comment se fait-il qu'il ait décidé d'apprendre la musique bolivienne? Oui, en fait, il s'agit de Philippe Lonchon, qui quand j'ai joué avec Bolivia Manta, on est passé à l'école Steiner. On a fait un stage de musique avec Olivia Manta. Et puis cet élève, il est tombé amoureux de la flûte de la quena. Et c'est comme ça que j'ai connu à Philippe Lonchon. Et puis ensuite, quand je suis venu à Genève, lui, il savait que j'étais là et puis il m'a cherché pour avoir des cours de flûte de quena. Et puis comme ça, ensuite, on a continué. Et puis après, il a passé à la Samponia et ensuite au charango. Puis maintenant, c'est un grand charanguiste. On est plus de 2 ans avec lui et puis là, il a tout bien appris tout ça. Alors sur une musique non pas de Philippe Lonchon mais interprétée par Philippe Lonchon oui. et avec 2 de ses amis boliviens, je vous propose que nous découvrions ce pays que vous connaissez mais qui pour nous est tout de même assez lointain, c'est l'altiplano bolivien dans la région Aymara.
On a tout de même l'impression que ce pays est assez peu peuplé. D'abord qu'on y marche beaucoup, mais qu'on y est assez seul. C'est une impression ou c'est la réalité? C'est la réalité. C'est grand comme la France, l'Espagne et le Portugal mis ensemble dans un même sac. Avec 8 millions d'habitants, 5 millions qui habitent dans 4 villes ou 5 villes, et le reste dans la nature. Donc vous avez de l'espace, c'est pour ça que j'y suis resté. Alors ces gens qui sont seuls se réunissent quand même une fois par semaine au moins, ou enfin certains se rendent au village le plus proche pour le marché, c'est là où on apprend tout de la vie locale. Oui, alors il y a les marchés. Chaque jour, chaque région a un marché. Les gens marchent 1 heure, 2 heures et viennent faire leurs achats pour leurs produits, pour de consommation et pour leurs échanges aussi culturels et leurs échanges matériels. Alors je vous propose qu'on voit un de ces marchés, on va le commenter ensemble. C'est un marché comme tous les autres, avec toujours ces femmes qui ont le chapeau melon, c'est la grande tradition. C'est Aymara ou c'est également Quechua? Non, les chapeaux ronds sont Aymara. Seulement Aymara. Dans la région des Quechua, Cochabamba, les chapeaux sont triangulaires, hauts, avec des grandes ailes. Et alors dans ces marchés, je vois qu'on a des poissons, ils viennent d'où? Parce qu'on a l'impression que c'est très sec quand même. Ah, c'est les poissons du lac Titicaca. Alors les gens font une très bonne soupe de poissons avec les petites espèces qui vivent sur les bords, dans les roseaux. Mais ça, ces feuilles, c'est pas pour faire la soupe, hein, c'est de la, faut le dire, c'est de la coca. Oui, la coca, c'est comme la verveine, ou c'est comme le tilleul. Donc dans les Andes, on a l'habitude de faire des infusions de coca, de mâcher un peu de coca, mais beaucoup moins maintenant, les époques modernes. Et c'est aussi une plante médicinale. Oui, c'est en particulier une plante qu'on utilise pour essayer de combattre l'effet de l'altitude quand on n'est pas très habitué. Ça s'appelle comment, le sorochipil, ou je ne sais plus très bien, ce produit à base de... Oui, c'est le sorochipil, mais avant le sorochipil, on prend un maté de coca, une tisane de coca. Alors, justement, le coca, un certain nombre de pays développés, de pays riches, conditionnent leur aide à la Bolivie ou à d'autres au fait qu'ils ne produisent plus de coca. Vous qui êtes entre les deux cultures, que pensez-vous de ça? Je pense qu'il ne faut pas mélanger. Un de nos présidents a dit la coca n'est pas la cocaïne. Donc, nous gardons la coca verveine, la coca pour notre médecine, pour notre tradition. On en a droit à 12 000 hectares qui sont largement suffisants pour la consommation qu'on a en ce moment en Bolivie. Et nous luttons d'un autre côté, dans une autre vallée, où il y a de la coca qui sert à faire des produits néfastes. Donc on ne peut pas mélanger les deux choses. Je pense qu'on ne peut pas être gris dans l'histoire de la drogue. Enfin, c'est mon concept à moi là-bas. On est soit noir, soit on est blanc. Donc on préfère ne pas rentrer dans l'engrenage de la drogue. L'avis des Boliviens, Ricardo, Raoul, à propos de la coca. Quand vous êtes en Bolivie, vous mâchez la coca tous les soirs? Non, la coca, souvent, comme M. Blalton vient de dire, c'est une tradition qu'on a là-bas depuis le temps. C'est une des feuilles qu'on dit que la terre nous a donné comme un cadeau. Donc on l'utilise justement pour faire les tisanes. Quand on les mâche, souvent quand on fait des trajets, tout à l'heure quand on parlait des espaces assez longs à faire, souvent avec un machin comme le chewing-gum, on peut traverser des kilomètres et des kilomètres à pied sans pouvoir se fatiguer. Et puis de l'autre côté, la coca aujourd'hui, dans des régions comme le plateau, elle est nécessaire, comme dans la vallée aussi. Ce sont des régions Quechua Aymara que nous le consommons au niveau traditionnel. Mais de l'autre côté, la coca qui était faite, qui était lancée d'une manière illicite, justement, c'était aussi merci à que des centaines de milliers de mineurs ont été jetés dans la rue. Des régions, honnêtement, se sont trouvés sans travail. Et ces gens-là, ils sont émigrés vers ces endroits-là pour pouvoir justement de quoi survivre. Et c'est là que aujourd'hui, peut-être dans l'histoire, qu'aujourd'hui c'est notre grand problème. Alors je vous propose que nous poursuivions là-dessus. Une remarque sur ce qui vient d'être dit, non? Non, je crois que c'était bien complet, c'était bien délimité. Vraiment, on ne voit pas de mal à la coca naturelle qu'on a besoin.
Les jeunes mâchent aussi ou utilisent de la coca. Enrique, toi, tu as déjà goûté? Ah non, moi non. Jamais? Non, moi je crois pas. C'est seulement les personnes de l'altiplano, comme ça. D'accord. Ils Toi, y tu achètent. considères que de la ville, et dans la ville, on n'utilise pas de coca? Non, moi en tout cas, ça m'intéresse pas. À l'école non plus? Ah Personne? non, personne. Personne? Oh, je bois du mate de coca, mais en mâché, là, c'est trop. Non. Puis en plus, ça rend les dents très jaunes. Hein. Ah oui, puis il paraît que ça donne mauvaise haleine. Alors à chacun ses choix. Ce qu'on remarque aussi quand on va dans l'altiplano, et je pense que vous l'avez vu aussi, c'est que certains jours on a du mal à se déplacer, à traverser, ne serait-ce qu'entre La Paz et par exemple le lac Titicaca, surtout si on prend les petites routes. Moi je vous propose qu'on prenne ces routes ensemble et on va commenter ce voyage qui parfois réserve quelques surprises. Alors voilà La Paz. Entre 3006 et 4000 mètres d'altitude. Et puis on monte sur l'altiplano pour rejoindre à l'est le lac Titicaca, une grande route goudronnée, sur laquelle on n'a en général pas de problème à se déplacer, encore que pendant plusieurs semaines ça a été complètement fermé à cause justement de l'activité, je dirais, autonomiste de certains groupes Aymara, et en particulier autour de Pucarani. Pucarani, on peut obliquer là vers le sud, et quand on va vers Pucarani, le bus, lui, qui a de grosses roues, regardez, passe à peu près convenablement, mais sur la route, il y a des quantités de pierres, et c'est pas seulement parce que les cantonniers n'ont pas fait leur travail. D'ailleurs, quand nous sommes passés, on va observer ça à l'instant, voilà la route. Elle est goudronnée, mais il y a des pierres tout le long. Et il faut quasiment un 4x4 pour passer. Jean-Jacques Voloton, c'est quoi ça? Ah ben c'est une forme de démocratie. On en fait l'usage depuis 84. Les Français mettaient des artichauts en Bretagne sur les routes. Alors nous, en Bolivie, on a mis des pierres. On a un dirigeant syndical de la région, le Malcou. Le Malcou, c'est le grand oiseau, Felipe Quispe, qui a fait l'année passée, l'année d'avant, plusieurs démonstrations contre le gouvernement. Pas tellement contre le gouvernement, en faveur de ces gens qui n'avaient pas l'attention nécessaire des gouvernements. Donc aujourd'hui, nous avons eu les élections il y a un mois, et ces groupes qui ont fait ces blocages de route sont représentés maintenant au Parlement avec une bonne représentation, et je pense que ces montagnes de cailloux ont quand même servi à quelque chose, puisque maintenant ces gens vont pouvoir revendiquer leurs besoins dans la Chambre bolivienne, dans le Parlement. Malheureusement pour les touristes, ça a été un peu dur. On a été bloqués pendant un mois dans notre hôtel, mais enfin, à part ça, tout le monde a été très gentil avec nous. On n'a pas eu de problème personnel. Vous qui êtes, vous le disiez tout à l'heure, Aymara, et j'allais dire fier de l'être, ce sont des combats auxquels vous souscrivez ou qui vous semblent hors de propos ou hors d'époque? Bon, c'est un peu difficile parce qu'à un moment donné que nous, bon, moi personnellement, on est éloigné des pays, avec peu de communication qui existent aujourd'hui pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est en train de se dérouler. Il y a énormément, beaucoup de changements en Bolivie. Mais ce qu'on souhaite, de toute façon, là, d'ici à quelques jours, il va y avoir un nouveau gouvernement qui va s'établir. C'est que pour nous, c'est la nouvelle démocratie que nous, on a, c'est une jeune démocratie en Bolivie. Il est en train de s'encore développer, c'est bien pour nous. Et dans cette démocratie-là, j'espère que dans les années à venir, on va faire une continuation, soit des luttes sociales, ça existe dans tous les domaines, mais on essaye d'arriver à une entente. Alors, des manifestations comme celle-là ressemblent un petit peu à de la guérilla, à cette guérilla qu'avait prôné Che Guevara, qui est mort il y a maintenant 35 ans. Il n'était pas bolivien, il était argentin, originaire tout près de la frontière bolivienne dans le Chaco. C'est pour ça qu'on l'appelait le Che, ce qui est une façon de dire tout dans cette région, tu. Mais c'est là qu'il a été tué, c'est là qu'il a été dans un premier temps enterré. Et aujourd'hui, et c'est à l'homme de tourisme que je m'adresse, aujourd'hui un certain nombre de gens se rendent en Bolivie, en particulier pour aller voir où le Che a fini ses jours. Oui, une personne de Camiri qui a travaillé comme directeur de tourisme dans un gouvernement
a inventé des circuits dans la région de Che Guevara. Alors c'est les circuits qui sont un peu forcés. Moi, l'image est un peu forcée. La région est belle, un peu sèche. Elle est très aride. Et elle a pensé, elle, comme elle vivait dans la petite ville de Camiri, que c'était un moyen d'attirer les gens dans cette région. Personnellement, j'ai pas vécu cette époque, donc je me garde mes opinions. Je pense que toute cette histoire révolutionnaire est venue à un mauvais moment, parce que c'est une révolution qui reprenait la collectivité quand justement les gens avaient reçu leur liberté et leur propriété privée, donc c'est un mauvais moment. Et puis ensuite, c'était quelque chose d'importé depuis la Havane, par un monsieur qui était mythique. Je crois que ce monsieur représente quand même un esprit d'indépendance, un rêve d'un idéal. Et voilà, malheureusement, il a payé de sa vie ses convictions. Mais je pense qu'au point de vue touristique, c'est pas un point important pour la Bolivie. Enfin, il y a quand même un peu de monde qui s'y rend, que ce soit à Valle Grande ou à la Higuera. Et je vous propose que ce mythe, avec ces marchands du temple, on le découvre quelques instants grâce à des documents qui nous sont parvenus par les voies internationales. Ainsi, ta vie était claire, d'une incroyable transparence. Très étrange était ton aura, comandante Che Guevara. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo una rosa blanca en junio como en enero. Comandante Che Guevara, para el amigo sincero que me da su mano franca. Ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenecen y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras. À propos du Che, de la Bolivie et de ces chansons qui sont devenues mythiques, Hasta Siempre par exemple. Oui, à l'époque, moi j'avais 13 ans, donc inconscient peut-être de ce que c'était un mouvement social que ça se déroulait en Amérique du Sud, mais j'ai eu la chance de pouvoir habiter dans l'endroit où justement Gilbert Favre est arrivé aussi, c'était la Peña Naira, et à cet endroit-là, on a eu le passage de ces messieurs-là juste avant qu'ils partent pour faire les guérillas, parce qu'ils ont été reçus là-bas à Soman, ils sont restés 2-3 jours, après ils sont repartis, et après, à travers l'histoire, aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu la chance, comme la mauvaise chance, de que Che Guevara ait la visite en Bolivie. Mais d'un côté, on peut dire que la bonne chance, c'est que lui est venu à ouvrir un esprit qui était opprimé, parce que on est quand même, ça fait des siècles que l'esprit, soit Quechua Aymara, était opprimé. Malheureusement, que Che Guevara ne parlait pas à l'époque de l'adepte indien, ou comme les Guarani, ou comme l'Aymara ou le Quechua, parce que les gens qui les traduisaient, tout ça, il y avait un intermédiaire, donc il y avait une mal compréhension. Mais si aujourd'hui Che Guevara arrivait à nouveau en Amérique du Sud, sûrement ça se passera d'une autre manière. Mais la malchance, c'est qu'il est décédé. Et l'esprit qu'il a laissé là-bas, bon, dans toute l'Amérique du Sud, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui lutte pour la liberté. Voilà.
Vous évoquiez Gilbert Favre, alias El Gringo, et c'est vrai que lui, il est arrivé à peu près à la même époque que vous. Vous n'êtes pas connu, je crois. Je rappelle brièvement que Gilbert Favre, c'était un Valaisan de Genève qui un jour est parti bourlinguer d'abord au Chili. Il a été le compagnon de Violeta Parra, puis ensuite il est monté en direction de la Bolivie, et on peut dire qu'il a donné un essor nouveau à la musique traditionnelle bolivienne. Votre papa a joué avec lui, ou lui a joué avec votre papa, je ne sais dans quel ordre il faut le dire. Et vous évoquiez ça à propos du Che Guevara, parce que je crois que son beau-père, qui était un militaire, avait été parmi les gens qui avaient été au contact direct dans la course-poursuite avec Che Guevara. Ah oui, effectivement, parce que après c'est une vraie histoire qui s'est passée. Donc Gilbert, il y a eu son mariage qu'il a fait en Bolivie, justement le même jour avec comme Alfredo Dominguez aussi. Ils ont fait le ensemble le même mariage qui a assisté presque toute La Paz, parce qu'il était vraiment très aimé Gilbert comme Alfredo Dominguez. Et alors, les textes, on peut dire la vie parallèle, c'est que la femme donc, de Gilbert Favre, c'était une des filles d'un des colonels de Zequeteran, qui était aussi dans... Un colonel de l'armée, donc. Voilà, oui. d'armée, qui était aussi ceux qui sont capturés, les Che Guevara. Donc en même temps, on avait reçu le Che à la Peña, et c'est le beau-père qui était d'une certaine manière allé mettre fin à sa carrière dans les Cerros. C'est à peu près ça pour résumer. Oui. Voilà, et puis pour finir, comme Gilbert Favre est arrivé là, et a relancé ce qui était avant, d'une manière ou d'une autre, c'était rejeté, la musique ou la culture était rejetée toujours en Bolivie. Mais quand Gilbert Favre, comme des autres personnes comme sont arrivées, ils ont relancé ce domaine-là, et à travers là, Los Jairas, Alfredo Dominguez, et des autres musiciens qui sont continués après, pour pouvoir relancer, ça fait déjà une trentaine d'années qu'on est dans ce travail-là. Alors, un document qui n'est pas de très très bonne qualité technique, mais qui est important, c'est le jour où, en compagnie de Raphaël Guillet, Gilbert Favre, après être revenu quelque temps en Europe, est retourné pour plusieurs semaines en Bolivie et a redécouvert sa peña, la peña Naira, dont vous avez tiré le nom de votre groupe. On regarde ce document, c'est émouvant. C'était en 65, et puis déjà le premier jour que j'ai vu cette ville, c'est vraiment, tu vois vraiment que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est une des plus belles villes qu'il y ait au monde. Avec le groupe Los Jairas, vous avez joué ici, je crois, sur cette place. Oui, on a joué pour des concours. Il y avait des concours folkloriques ici, c'était plein de monde. Bon, mais il y a déjà très longtemps, ça c'était en 66, 67 à peu près. Et c'est vraiment une des plus belles places qu'il y a ici à La Paz. Il y a une très belle église coloniale. Et puis j'ai eu la chance aussi de pouvoir monter la peña juste à côté de cette église coloniale. Alors voilà la fameuse peña là, que j'ai montée, ça c'est l'entrée. Le gringo Gilbert Favre à la Peña Naira à La Paz, le gringo qui nous a quittés il y a quelques années et auquel je crois que nous sommes encore assez nombreux à songer, à commencer par, j'allais dire, ses héritiers musicaux et spirituels, le fils d'Alfredo Dominguez, bien sûr, César, et puis vous deux aussi, à cause du fait que vous êtes d'une certaine manière ceux qui ont pu mettre en lumière leur art, leur culture. C'est un petit coup de pouce et un clin d'œil au gringo Gilbert Favre. Je vous propose qu'on le poursuive, ce coup d'œil, ce clin d'œil, cette connivence en musique.
Le groupe Naira, que vous pourrez, je crois, aussi applaudir, c'est le 8, la semaine prochaine, le 8 août, à Locarno, dans le cadre du festival de Locarno. Messieurs, je vous propose de rester au bar, d'abord parce qu'il y a peut-être quelques rafraîchissements, ensuite parce qu'on n'a pas totalement terminé avec vous. Auparavant, j'aimerais qu'on retourne à La Paz, Jean-Jacques, à travers votre travail. Alors La Paz, c'est plus grouillant, c'est moins la grande solitude que vous aimez, mais c'est là votre travail. On va vous voir à votre bureau de cette agence de voyage importante qui s'appelle Turismo... comment s'appelle-t-elle ? Turismo Balsa. Turismo Balsa. J'allais dire Balsa Turismo, c'est pourquoi je ne voulais pas dire de bêtises. Alors, on va vous voir entrer. C'est un lieu un peu clos. Ça n'est pas directement réservé à la clientèle, puisque en réalité, là, vous organisez pour d'autres agences européennes, par exemple. Oui, nous organisons les circuits des visiteurs en Bolivie. En Suisse romande, on organise des groupes pour le Touring Club suisse. Et on reçoit aussi des gens d'une très bonne agence à Genève, Jerrycan, qui fait des programmes pour les personnes individuelles. Alors vous êtes bien sûr en contact avec ces agences en Europe, mais vous êtes en contact aussi avec les lieux où vous adressez votre clientèle. En fait, qui sont les interlocuteurs? Est-ce que la Bolivie est prête à recevoir le tourisme tel que l'exige ou le demande le standing européen, je dirais? Oui, je crois qu'elle est prête. Ce qui lui manque, c'est un peu de diffusion. En général, nous organisons des voyages qui inclut le Pérou et la Bolivie. Notre grand promoteur est Machu Picchu, de toute la région. Mais nous augmentons année après année nos visiteurs et nous espérons bientôt pouvoir aussi venir montrer le pays, participer à plus d'expositions, à plus d'émissions, divulguer un peu plus nos attraits touristiques. Alors, on a vu un attrait auquel vous êtes particulièrement sensible, puisque c'est là où vous êtes installé, ce sont les bords du lac Titicaca, côté Titi bien sûr et pas de l'autre, on a bien compris le message. Mais à part ça, il y a un endroit tout à fait exceptionnel où vont de plus en plus de touristes, c'est le Salar de Uyuni, avec un hôtel même qui est construit en sel sur ce salar. C'est un lieu étrange, étonnant. Ah oui, c'est un lieu fantastique, 12 000 km² de sel, perdu entre le sel et le ciel, et qui est visité aujourd'hui par les nouveaux aventuriers. C'est pas de la grande aventure. Et il y a un bel hôtel de sel qui a été construit tout en briques de sel. Les lits sont en sel, les tables sont en sel, les chaises sont en sel, avec un très beau coucher de soleil qui ressemble à l'explosion d'une bombe atomique. Et de plus en plus, nous essayons de vulgariser ces circuits qui finissent à San Pedro d'Atacama, dans le désert d'Atacama. Et puis vous avez aussi un autre projet dans une région un peu moins connue, ce sont les missions jésuites. Ah, j'adore les missions jésuites, c'est un coin merveilleux qui a été découvert en 1700 par des jésuites suisses qui ont construit de très belles églises en forme de chalet. Ces églises ont été restaurées, on en voit une, par un architecte suisse, Hans Roth, et financé par l'UNESCO. Et c'est vraiment un des plus beaux coins du pays. J'en suis tombé amoureux il y a 2-3 ans. Et alors ce sera mon prochain désir de développement du tourisme en Bolivie. D'ici 3-4 ans, on refera une émission sur les missions. Alors, parmi les gens qui auraient pu être nos invités aujourd'hui, il y a quelqu'un que vous connaissez puisque vous le côtoyez le 1er août l'année dernière à l'ambassade. C'est notre consul, ou c'était notre consul à La Paz. Il est désormais consul à Hanoï, mais il est aussi auteur, chanteur, compositeur. Il sera notre invité en direct ici la semaine prochaine. Il se nomme Raoul Imbach et je vous propose un petit extrait de ses talents. De repente la tristeza está queriéndome pegar. Leo un libro interesante y lo dejo en la mitad. Un mensaje telefónico que me obliga a comprender que no crea en los milagros, que no espere para qué. Au moment où la tristesse revient à ouvrir la plaie du temps, que je pense à tous ces jours où nous étions si heureux, un message sur le répondeur qui voudrait me
nous faire comprendre. Faut plus croire à un miracle, plus espérer pour de bon. Anda, se me hace a mí la vida, estoy parado en medio de la vía y el autobús que espero no pasa por aquí. Raoul Imbach, consul de Suisse, auteur, compositeur, interprète, en direct la semaine prochaine sur ce même bateau Idée Suisse. Vous le connaissiez dans son rôle de consul, vous l'avez entendu chanter aussi? Oui, très sympathique, très actif. Et alors, bien content qu'il vienne aussi sur le bateau. Et je suis sûr que dans sa nouvelle destination, Hanoï, il est de nouveau plein d'activités, plein de trouvailles. C'est un personnage tout à fait étonnant et c'est avec plaisir qu'on l'accueillera. Il ne sera pas seul sur ce plateau. Il y aura à ses côtés quelqu'un qui viendra aussi d'Asie, du Cambodge. Je veux parler de Laurent Gross. C'est l'homme qui, pour ce fabuleux chirurgien violoncelliste qui construit des hôpitaux pour les enfants au Cambodge. C'est donc Laurent Gross, lui, qui organise la construction de ces hôpitaux. Il en est au 4e et tout ça, c'est gratuit, gratis prodéo. Donc Laurent Gross, quelques extraits de ce qu'il nous racontera la semaine prochaine. Nous ne faisons pas un hôtel, pas du business. Nous faisons un hôpital qui est entièrement destiné aux enfants cambodgiens. On ne souhaite à personne que son enfant ait besoin d'aller à l'hôpital, mais ils savent que si un jour leur enfant aura besoin d'aller à l'hôpital, il y aura une structure qui les prendra sérieusement en charge et gratuitement. Parce que gratuitement, ce n'est pas seulement une question d'économie d'argent, la plupart des gens n'ont pas d'argent. Donc s'ils ne peuvent pas payer, même une somme dérisoire, ils ne rentrent pas à l'hôpital. Ça sera donc pour vendredi prochain. Jean-Jacques, il nous reste peut-être à faire un petit salut par la voie de la caméra à votre épouse qui est restée en Bolivie. Vous la retrouvez quand? Je la retrouve mercredi prochain, alors bonjour. Et très heureux d'être dans ce beau cadre de Neuchâtel qui est toujours merveilleux. Merci Enrique, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Et puis je vous propose tout simplement que... Cela dit, petite parenthèse, si vous avez des questions, si vous voulez communiquer avec les uns et les autres, rappelez-vous qu'il y a notre site sur www.tsr.ch. Et cela étant, nous terminons avec vous trois, avec le groupe Naira. Nous sommes entrés en Bolivie, nous terminerons en Bolivie. Et la semaine prochaine, d'une certaine manière, avec Raoul Imbach, nous serons encore en Bolivie. C'est à vous et merci.